Bonjour, bienvenue à cette masterclass avec Paul Guillaume, chef opérateur, et avec comme invité surprise Léa Misius, qui est impliquée sur presque tous les extraits des films que nous allons voir, des films dont Paul Guillaume a été le directeur de la photo. Donc Paul, Léa. Bien entendu, vous aurez l'occasion de poser les questions que vous voulez quand on aura terminé cette masterclass avec les extraits de films qui conviennent. Pour commencer, je voudrais qu'on parle du parcours et de la formation de Paul. Paul et Léa, en l'occurrence, puisque vos parcours sont quand même très liés. Mais Paul, avant tout, qu'est-ce qui vous a amené à cette profession de chef opérateur? Euh, alors, moi, je suis pas d'une famille de cinéma, mais ma mère est photographe. Alors, il y avait une personne dans notre entourage qui faisait du cinéma, qui était directrice de production. Et à l'époque, je me souviens, comme beaucoup de gens qui veulent faire du cinéma, je voulais être réalisateur. Je pensais qu'il y avait que ça qui existait. Et elle s'était mise en tête de m'expliquer à quel point c'était compliqué de faire du cinéma et elle m'avait décrit toutes les étapes, les unes après les autres, de la vie du réalisateur. Pour vous De les- dissuader, en fait. Enfin, ça a été beaucoup plus long parce que finalement, quand j'ai réussi à avoir la FEMIS, elle m'a demandé de ne pas y aller et d'aller à Sciences Po et de changer d'orientation une fois que j'aurais fini Sciences Po. Là, j'ai désobéi, mais son dernier conseil, ça a été ça quand même. Et je pense que c'était le test ultime. Après ça, elle m'a laissé tranquille. Mais elle me décrivait les différentes étapes de la production d'un film avec tous les collaborateurs. Donc, on rencontre un producteur, on parle de son projet, puis un scénariste, on écrit. Et quand elle en arrivait à la phase de, on rencontre un chef opérateur, on va au musée, on regarde des peintures et on se dit ah tiens ça pourrait peut-être être l'image du film. Je me suis dit moi je veux être la personne qui arrive là, qui est à ce moment-là. Et c'est comme ça que j'ai compris ce que c'était que ce métier-là. Et qu'ensuite, je crois que j'avais 14 ans, j'ai orienté toutes mes études un peu pour pouvoir faire ça. Donc à 14 ans, déjà au lycée, c'était quoi l'idée de voir le plus de films possible pour... Ouais, c'était de prendre. Enfin, j'avais fondé 3 cahiers, quoi. Un cahier pour les expos, un cahier pour les films, un pour la photo et la peinture. Et dès que je lisais un truc ou je voyais un truc, je me faisais un tout petit compte rendu de 5 pages. Et je me suis construit en accéléré une espèce de culture de l'image comme ça. Et c'était très facile aussi de se souvenir de petites choses que j'avais pu accumuler pendant ces quelques années. Parce que je les avais résumées très simplement, en fait, dans ces cahiers-là. Et ensuite, alors, au moment de choisir votre parcours supérieur, comment est-ce que vous avez choisi plutôt la FEMIS que l'école Louis Lumière, par exemple, qui est l'école à laquelle on pense en premier pour les chefs opérateurs? Alors, j'ai préparé les deux Oui. et j'ai oublié d'aller au deuxième tour de Louis Lumière. Ah d'accord, Voilà. un acte manqué donc. Et voilà. Donc j'ai été à la FEMIS. Et donc vous avez été reçu à la FEMIS du premier coup. Vous souvenez de ce que on vous avait demandé et Ouais, de comment s'est passé le recrutement? déjà, la FEMIS, on m'avait expliqué que la partie technique, enfin, la partie technique de Louis Lumière, c'était la première S, mais les exercices d'application, donc j'avais appris en fait, c'était les anabacs, là, les petits trucs pour réviser, là. Ouais. Et ça suffisait. Donc ma partie technique scientifique, je l'ai faite comme ça. Et pour la FEMIS, c'était justement ces petits cahiers de culture G, entre guillemets, puisqu'on nous demandait juste d'avoir un avis sur les choses dont on parlait, mais pas forcément de tout savoir. Et, le, et, le, et la FEMIS, l'examen de photographie s'appelait l'apparure. Enfin, il y avait 3 sujets au choix. Un d'eux, c'était l'apparure, il fallait faire un dossier d'enquête photographique. Et je Sur le m'étais, thème de la parure. ouais, et dans le dictionnaire, en fait, on trouve que parer la viande, c'est enlever le gras et les nerfs. Et j'avais fait un reportage dans les sous-sols d'une boucherie, Mhm. en noir et blanc, en poussant la pellicule très très fort. Comme ça, c'était vraiment tout noir, tout blanc pratiquement.
Et au fond de ce sous-sol, il y avait un monsieur à la peau caucasienne blanche qui s'occupait du bœuf, qui donne une image très noire en pellicule, et un monsieur à la peau noire qui s'occupait du porc, qui est la même densité que la peau caucasienne. Et ça faisait une espèce de croisement comme ça, visuel entre les deux. Vous avez compris comment avoir le concours à la Fémis. Et c'est là que vous vous êtes rencontrés avec Léa? Oui, moi j'étais en scénario à la Fémis. Et alors, vos premières collaborations, c'était pour les films d'école. Enfin, c'était les films d'études de la Fémis, j'imagine. Enfin, oui, mais pas... Enfin, non, notre première collaboration, c'était à la sortie, en vrai. Oui. D'accord. Parce qu'il avait bossé un peu sur mon film de fin d'études, mais en assistant caméra. Et après, on a fait un film ensemble et on a co-réalisé même le premier court-métrage qu'on a fait en sortant, qui s'appelle L'île jaune, en 16. Eh bien, nous allons voir un extrait. Et puis ensuite, on va commenter. Alors, en fait, je n'ai pas besoin de vous raconter énormément de choses pour comprendre l'extrait. Il s'agit des relations entre un jeune adolescent et une adolescente. C'est elle dont on suit le parcours. Et là, il faut savoir qu'ils sont connus dans une école de voile et que juste... à la suite d'une fausse manœuvre, on va dire, le bateau a chaviré. Donc là, ils reviennent ensuite, et elle fait un peu la tête parce qu'elle a quand même coulé avec le bateau. Et elle pense que c'est sa faute. Premier extrait, merci. T'es en quelle classe? Oh, ça va, fais pas la gueule. T'as quel âge? 14. Moi, j'ai 11 ans et demi. T'es petite. N'importe quoi. Je suis pas petite. J'ai l'air petite. T'habites ici? Tu dois bien connaître les temps, non? Ouais. Mes parents, ils disent que c'est sale. Et bah c'est des cons. Et sur les temps, il y a des îles? Bah ouais. Comment elle s'appelle l'île là-bas en sortant du canal? L'île de la Tortue. Et c'est tout? Non. Après c'est mon île. C'est l'île jaune. On mettrait combien de temps en bateau pour aller jusqu'au port? 1 jour et demi, pourquoi? Et on peut y dormir sur ton île? Moi je dors dessus, mais personne d'autre. Je te donne ça en échange. D'accord? Si j'arrive de l'autre côté, je te le donne. Et on dort ensemble sur ton île. Aide-moi. Marché conclu? À quelle heure demain? On doit partir à 6h du mat. Oh putain. Partant faire week-end, son club de voile. Super. T'as trouvé ton duvet, ma chérie? Elle est sauvage, hein? Viens danser.
Qu'est-ce que ça vous fait de revoir ces images? Ça fait longtemps. Hein. Tourné en 16 mm? Ouais. Et comment est-ce qu'on monte la production d'un court-métrage en fait? Là, on avait monté notre boîte de production en fait avec une productrice qui s'appelle Fanny Yvonnet que j'avais rencontrée au festival de Clermont-Ferrand. Et Festival du court-métrage. Voilà, et on a décidé de faire ça tous les trois. On a appelé la production Trois Brigands Productions. Et c'était notre premier court-métrage. Après, il y a des aides classiques de région. On n'avait pas eu, si on avait eu le CNC, je me souviens plus. Enfin, des aides publiques-privées classiques. Et on avait fait avec 80 000 euros. Donc, c'était quand même pas mal. Donc, alors, qu'est-ce que ça vous fait de revoir ça? Et si vous pouvez juste commenter un peu les images qu'on a vues. Déjà, on a tourné en 16. Ça, Oui. c'était... à l'époque, on a tourné en 2014, c'était le creux de la vague de l'utilisation de la pellicule. Le premier loueur que j'ai appelé en disant qu'on faisait un court-métrage et qu'on voulait tourner en 16, il a commencé par m'engueuler en me disant que le numérique c'était bien mieux et il a raccroché. Et finalement, on est tombé sur une boîte de loc qui s'appelle Vantage, qui avait développé un système pour faire de l'anamorphique en plus en 16 mm, donc avoir L'écran panoramique. l'écran panoramique, mais en utilisant toute la surface de la pellicule, avec des optiques comme les optiques cinémascope hollywoodiennes. Et voilà. Et le projet, c'était un petit peu ces paysages, qui viennent plus tard, mais un peu western et une histoire très intime. Et on l'avait écrite. Moi, c'était des lieux que je connaissais, donc j'avais dessiné à Léa une carte un peu au trésor de cet endroit-là, qui est un lac assez grand que je connais depuis très longtemps, avec des anecdotes sur chaque lieu. Et elle avait juste tracé un trait qui passait par les différentes étapes du truc et écrit l'histoire comme ça, en passant par les étapes de la. C'était ça le scénario, en fait. Ouais. Et Parce qu'après, ils vont sur les îles et tout ça. Et là, j'ai choisi cet extrait parce que il y a des intérieurs, des extérieurs, des lumières très différentes, un jour, une nuit. Est-ce que vous vous souvenez des questions que vous êtes posées au moment de faire l'image de ce film? Déjà, dehors, là, ce que moi je vois avec le recul, qui est pas que d'habitude on évite de faire, c'est les soleils très frontaux, les soleils qui éclairent les visages de face. Et en fait, des fois, je me dis, ah tiens, l'ignorance, c'est assez béni parce que ça crée des choses peut-être plus surprenantes que quand on commence à devenir trop technique et que tout se rôde, en fait. Mettre des visages comme ça en plein soleil, peut-être que j'hésiterais plus à le faire aujourd'hui. En fait, je me dis, c'est dommage. Ensuite, jour-nuit. Alors la nuit, l'idée c'était de mélanger comme ça le cyan et le orange. Et l'accident qui fait que la scène elle est super, c'est qu'il y a du vent et ça on l'avait pas du tout prévu. C'est-à-dire ça, en fait, l'image de la scène pour moi c'est le vent dans les cheveux d'Ena et c'est une espèce d'émotion intérieure qui répond à, enfin plutôt les éléments qui répondent à ça. Et ça c'est un truc qui a failli nous faire arrêter de tourner. Et il se trouve qu'en fait, c'est le meilleur élément de la scène. Mais ça me fait penser Lui, c'est prévu, mais Kurosawa, il y a presque tout le temps des effets d'atmosphère, de vent, de pluie, de brouillard, de neige. Et il remplit l'image par du mouvement. En fait, le plan de Ena, comme ça, il serait hyper statique s'il n'y avait pas les cheveux qui bougent dans tous les sens. C'était aussi l'une de vos premières, pour Léa et comme pour vous, expérience avec des acteurs, et en l'occurrence de très jeunes acteurs. Quel genre de questions se posent quand on dirige des très jeunes acteurs qui sont absolument tous remarquables dans le film? Oui, alors Ena, j'avais déjà fait un premier court-métrage avec elle quand elle avait... Donc je l'ai rencontrée, elle avait 8 ans. Je la vois toujours aujourd'hui, elle a 22 ans. Donc c'est un peu... Et que vous aviez fait dans le cadre de l'école ou bien pour vous? Non, j'avais fait avec Le Grec, qui est une association pour faire de production, pour faire des premiers films. J'étais à l'école, moi j'étais en 2e année, mais à la FEMIS en scénario, on ne réalise pas de film pendant le cursus, il faut le faire à côté, quoi. Donc c'était un film que j'avais fait à côté. Et ça, c'est un film qu'on a fait en sortant de l'école. Donc elle avait grandi un peu. Voilà, elle avait 11 ans là. Et du coup, sur la direction d'acteur, oui, c'est très différent avec des enfants. Mais vu que j'ai commencé avec des enfants, maintenant je dirige les adultes comme ça aussi. Donc je sais pas, peut-être que du coup, ça a orienté ma manière de diriger. Beaucoup sur le corps, pas trop de psychologie, même pratiquement pas.
et plus de comment le personnage se tient, comment il parle, comment il bouge, comment il est physiquement. Et une fois que j'ai trouvé ça avec le comédien ou la comédienne, et que j'ai réussi à lui faire oublier la caméra, parce qu'il y a beaucoup de... Enfin, ça, c'est... Je trouve qu'avec les non-professionnels, enfants ou pas enfants, c'est vraiment la grande question souvent, c'est que les gens se sentent filmés. Surtout, maintenant tout le monde connaît, c'est déjà fait filmer par des téléphones, je sais pas quoi. Et en fait, les gens changent, je trouve, et c'est Dès qu'ils sachent, travailler qu'ils ça. savent Ouais. qu'ils Oublier filment. l'œil Ouais, qui ouais. regarde. Et du coup, ça, c'est aussi qu'ils arrivent à faire confiance à l'œil qui les regarde, quoi. Et c'est quelle méthode pour ça? Il faut beaucoup répéter avant ou au contraire Ouais. pas du tout? Bah, moi, je répète, mais pas de texte. Ah. Et en fait, finalement, même si c'est Paul qui filme, par exemple, je pense que déjà, il y a évidemment une confiance du comédien par rapport au chef opérateur. Il faut qu'il se sente à l'aise devant lui. Mais mine de rien, malgré tout, c'est l'œil du réalisateur qui le regarde, je pense, quand même. Et du coup, si la confiance n'est pas entière entre le comédien et le réalisateur qui regarde, il y a toujours un petit truc, je trouve. Donc l'idée, c'est de répéter à 3? Enfin, à 3. Ouais, ou d'abord les à 2 comédiens. et ensuite j'invite Paul. Généralement on fait ça. Et je fais film. Les comédiens, je leur fais faire, je sais pas, juste boire de l'eau, manger. Enfin, avec Noé dans Ava, mon premier long, on a fait Sans ça texte. aussi, sans texte, pendant très très longtemps. Juste je les filme en train de faire des choses, quoi. Oui. Ensuite je les filme quand ils sont dans le corps du personnage. Donc Ena, elle n'est pas du tout comme ça, à part en Fournier. Normalement, c'était une petite fille très joyeuse et tout ça. Donc on travaille ça. Ensuite, je la filme comme ça. Ensuite, je lui fais raconter des histoires sur n'importe quoi, enfin parler, Pour qu'elle soit à mais l'aise. qu'elle soit à l'aise. Et ensuite seulement, je mets le texte. Et qui, à ce moment-là, ils doivent apprendre ou bien pour lequel vous laissez une certaine liberté? Franchement, Ena, elle la prenait sur le plateau avant, quoi. Ena, elle avait une mémoire exceptionnelle. C'est-à-dire qu'en fait, elle regardait ailleurs quand Léa lui parlait. Et en fait, et elle faisait partie de ces comédiens enfin, quand on est chef-op, on identifie très vite si on peut parler aux comédiens ou pas de choses qui nous concernent. Se tourner un peu plus dans la lumière, avancer jusqu'à sa marque, ou même des trucs bien plus complexes de s'il s'approche, recule un peu. Enfin, c'est infini, mais au début du tournage, on comprend que, en fait, où ils peuvent intégrer des informations ou pas. Et Ena, il n'y a pas de limite. Enfin, Elle à peut son âge, intégrer. elle avait 12 ans, on pouvait lui dire et oublie pas quand il dit tel truc, tu te tournes d'un quart de tour vers l'arrière. Et elle ne regardait même pas quand on lui disait des trucs comme ça, elle les faisait. Ça, c'était fou. Ce qui, même chez des adultes, n'est pas évident. C'est rare, ouais. Et donc ça veut dire que au moment de ces répétitions, quand vous filmez les acteurs et les actrices, même des adultes, vous les filmez d'une manière qui déjà prédit ou prévoit la distance ou la manière dont vous va être filmé après, ou le découpage est déjà... Non, c'est pas du semé. découpage, mais par contre, quand même, si j'aime bien que ce soit pas trop loin non plus, mais c'est plus une manière de faire attention à l'image et de pas filmer. Enfin, j'aime pas trop, même en casting, d'avoir juste une caméra un peu pourrie comme ça. Dès que je pousse un peu les castings, déjà, je demande à Paul de venir souvent et que l'image soit un tout petit peu cinéma, parce qu'en fait, quand même, le cadre, la lumière et tout ça, ça fait beaucoup. Donc, Ça va changer beaucoup le Mais jeu. ça n'est pas le découpage. Le découpage, c'est quelque chose qu'on a fait sur les 3 projets avec Léa, complètement à part, avec des viseurs de champ qui aujourd'hui sont dans les téléphones, quoi. Il y a une application Artemis cadrage qui nous permettait de mettre sur un PDF à l'époque, dans un document Word, on mettait toutes les photos du film, parce que Léa, c'est très visuel, sa façon de réaliser, il y a un côté de cinéma classique, tel plan, ce sera une très longue focale en travelling, puis genre un plan large fixe, puis voilà, c'était décidé et ça bougeait pratiquement pas. Cette manière de faire, d'écrire le découpage, Léa, est-ce que ça vient au moment du scénario ou bien c'est une étape complètement ultérieure et différente? Non, j'écris en images, ouais. Sinon, Vous voyez les scènes en les Ouais. écrivant? Ouais. Et du coup, après, j'écris de manière littéraire. Hein. J'écris pas, je demande des Oui. mouvements de caméra ou quoi, mais j'arrive pas à imaginer la scène si je la vois pas. Et du coup, j'imagine que vous en parlez du coup assez vite. Moi, je lis le scénario, il y a des plans qui sont évidemment... on Décrits, arrive à les enfin. lire entre les lignes, même si c'est pas décrit comme un mouvement d'Oli. Mais surtout, assez vite, Léa, elle fait partie de ces réalisatrices, où il faut commencer par dire, bon alors, qu'est-ce que tu as dans la tête?
Et ensuite, le travail commence à partir de là. Et j'avoue que moi, j'ai toujours cherché à travailler avec des gens qui me donnaient un point de départ et que je suis très peu confortable avec l'idée d'être la personne à l'origine de l'image. Du monde du film, du monde visuel. Parce que trop de liberté, enfin, après, ça va devenir mon film, quoi. Et je me sens pas prêt, en tout cas aujourd'hui, à tenir un film de A à Z, dans le sens où le début, le point de départ, je vois pas comment il peut venir de moi. Cela dit, vous co-signez quand même les scénarios. Ou vous collaborez quand même tous les deux au scénario. C'est une façon de rendre justice au temps de travail. Oui, parce qu'on habite ensemble aussi, donc je lui parle tout le temps de mes scénarios. Donc il y a un moment, bon, c'est bien qu'il y ait un peu d'argent après. Alors, puisqu'on vient de parler d'Ava, votre premier long métrage, à tous les deux, on va montrer un extrait d'Ava et il n'y a pas besoin que je vous raconte quoi que ce soit puisque c'est le début du film. Alors juste, ouais. Oui. Non, Ava, pour parler un tout petit peu de technique, c'est un film en pellicule, en 35. On avait fait L'île jaune, ce qui nous avait permis de prouver au monde entier qu'on pouvait, avec 50 minutes de pellicule par jour. Non mais c'est une blague, mais en fait quand on parlait au prod, on leur disait on a besoin de 50 minutes de pellicule par jour et on vous jure qu'on y arrivera à faire le film. Donc et L'île jaune, c'était la preuve de ça. Donc quand on a minuté le coût du film sur Ava, c'était 1 heure, je crois. On a fait 40 heures de rush en 40 jours, 38 en 38. Et ce qui est peu, mais ce qui du coup nous a permis de faire ce film en pellicule, en anamorphique. C'est de nouveau la technologie un peu astigmate. Vous allez voir les flous, ils sont un peu déformés derrière. Un peu allongés. Voilà, mais recroppés parce que Ava ayant des problèmes de vue, oui, le personnage. Ça se prêtait très peu à avoir un format large. Ça cassait tous les effets qu'on voulait raconter visuellement dans le film, puisque son problème, c'est un rétrécissement du champ de vision. Voilà. Le début d'Ava. Vete, forza, sti cazzo!
Arrêtez, arrêtez. Stop, arrête toi. Vas-y, c'est bon, arrêtez. Arrêtez, mais... Arrêtez, stop. C'est pas un point. Stop. Viens avec moi. Non, je viens pas avec toi, moi. Pourquoi tu viens avec ton chien? Il est juste venu me voir. Non, je suis pas venu là. Je suis pas venu la voir. Je suis venu t'apporter avec moi. T'es loco, mais me contigo, je m'en vais pas avec toi. T'as pas compris ou quoi? Mais Mila, vous avez pas honte. Regarde, tous les gens sont en train de filmer. Vous avez pas honte? Vous avez rien à faire d'autre de filmer les gens. Cassez-vous. Écartez-vous. Écartez-vous. Allez, on disperse. Qu'est-ce qui se passe ici? Vous avez vos papiers, monsieur? Y a pas. Vous l'avez pas? Eh ben, on va aller voir ça au poste. Excuse-moi de votre tour. Alors, c'est la première scène d'un film. Est-ce qu'on commence le tournage par la première scène en général? Quand on peut. Et en l'occurrence. Quand on peut, oui, mais en fait, on Ah, peut quand on jamais. peut, non. non. Ah non, c'est vrai, pas du tout. Non, on commence par une scène qui est pas importante parce que souvent. Pour se mettre un peu. Ouais, voilà. Et d'ailleurs, on a commencé par une scène que j'ai jetée à la poubelle, la première matinée, parce qu'en plus c'était mon premier long, hein. Donc voilà, c'était une catastrophe cette première scène. Mais après l'après-midi, c'est bon, on était lancés. Alors. Cette mise en place, ce début de film, le chien, on dit toujours que ce qui est le plus difficile à diriger pour la mise en scène, c'est les enfants et les animaux. Là, il y a plein d'animaux. Les enfants, déjà, c'est une spécialité de Léa Misius et de Paul Guillaume, apparemment. Qu'est-ce que vous rappelez de cette première scène c'est vrai que oui, sur les chiens et les animaux, on m'a toujours dit ça. Dès les courts-métrages qu'on faisait, on nous disait non, il y a des chiens et des animaux, il faut les enlever. Non, il n'y a plus de film après. Donc, des enfants et des animaux. Et là, en fait, le chien, on l'avait choisi. Ce qui est important, surtout quand on choisit les animaux, c'est de bien choisir le dresseur, parce que c'est ça qui prend du temps sur le tournage, c'est comment l'animal est dressé, comment on fait. Et à la fois, là, on voulait un animal qui soit aussi sauvage, donc il ne fallait pas qu'il soit trop dressé non plus. Et en fait, le dresseur, c'était il s'appelle Samuel Haye et je l'avais rencontré sur un court-métrage et il n'était pas du tout dresseur pour cinéma, il était maître chien flic. C'était un policier ou un gendarme, je ne sais plus, mais bon, en gros, il était flic, quoi. Et il dressait les chiens pour ça. Donc, normalement, pour attaquer les gens. Si, je te jure, il savait le faire. Bon, bref. Mais il était très sympa, ce mec, quand même. Et du coup, sur le court-métrage, il nous a aidés. Un court-métrage où il y avait un chien qui ressemblait beaucoup à Lupo, à celui-là. Et du coup, on l'a rappelé pour le long. Donc, c'était son premier long à lui aussi. Donc, en fait, il s'est aussi investi à fond. Et il a choisi... Il y a 2 chiens qui jouent ce chien-là au début. Un chien plus sauvage, justement, et un plus facile, qui étaient frères. Et il les a pris chiots un an avant. Et il les a dressés pendant 1 an. Donc, ça, normalement, on n'a jamais ça au cinéma. Donc, voilà. Là-dessus, c'était super. Et après, sur la plage, je ne sais pas si tu veux en parler, mais ça, c'était vraiment la première séquence du film. C'est la première séquence qui m'est venue, pour le coup, quand j'ai écrit. Et elle est restée telle qu'elle, quoi. C'est vraiment très brut. Il est très, très noir, le chien. Ça pose un problème à éclairer? Ouais, c'est vrai que c'est un truc qu'on nous a dit. Vous en étiez pas rendu compte, en fait? Non. Je me souviens très bien, en sortant de la projection cannoise, je venais de signer chez mes agents, qui sortent et qui me disent mais c'est hyper contraste le film. Et moi je voyais pas du tout de quoi il parlait, quoi. Franchement. Donc oui, le chien est tout noir, ouais. mais je pense que c'est comme ça qu'en étalonnage ça nous semblait bien. Tout le film est fait avec de la pellicule assez lente. C'est de la 200T et pas de la 500. C'est quoi, pour le piqué de l'image? Comme l'île jaune, en fait, on avait fait des tests en utilisant de la pellicule assez rapide. Ici, c'est les anciennes usines Kodak. Donc, il y avait la 500T, qui est la pellicule comme la plus confortable à utiliser de nuit. Ouais. Franchement, ça change tout. Et la 200, mais ce qu'on avait fait dans nos tests à l'époque, avec cet étalonneur, avec ce process de post-production, c'était que de surdévelopper de la 200, un diaph, de l'utiliser à 400, dans les mains de cet étalonneur, en tout cas, c'était beaucoup plus beau. Il y avait moins de côté rougeau, un peu orange et mou,
que la 500 peut produire parfois. Et le film entier est fait avec de la 200T surdéveloppée, ce qui pousse un peu les contrastes et les couleurs, et qui donne ce côté un petit peu moins naturaliste, on va dire, à l'image. Quelles étaient vos discussions sur justement les couleurs du film qui sont extrêmement mémorables en fait, et très importantes puisqu'il s'agit d'une petite fille dont la vue s'altère. Donc tout ce qui est, visuellement, c'est un film très fort. Ça a été noté dès que le film a été montré à Cannes, je me souviens. Quelles étaient vos discussions sur l'image et sur la couleur en particulier? Ouais, après, à l'époque, je faisais pas mal de photos aussi avec un petit relais 35. Et c'est vrai que j'aime bien, moi, sous-exposer. Quand je fais des photos, je sous-expose de 3 à 4 diaphes systématiquement. Pour quelle raison? J'aime bien. Je Le trouve ça rendu, beau, ouais. ouais. Parce que justement, ces contrastes et Ouais. les couleurs sont beaucoup plus profondes et sombres. Et en fait, on est parti quand même un peu de ça, il me semble, dans les discussions. Et Ça après, servait un peu de référence visuelle après, on se connaît, quoi. Oui. Il connaît mes goûts et tout. Donc, je pense que naturellement, on a été vers ça. On savait que ça allait être ça. Et que aussi, il fallait, vu qu'elle perd la vue au début, il y a énormément de couleurs. Et petit à petit, parce que je travaille aussi souvent avec ma sœur, ma sœur jumelle, qui s'appelle Esther Misius, et qui est chef déco et qui est aussi directrice artistique. Et avec elle et Paul, on travaille beaucoup à 3. En fait, là, on se disait qu'il fallait qu'il y ait énormément de couleurs au début, très vives, très profondes, quoi. Et petit à petit, le spectre colorimétrique se rétrécit jusqu'au noir et jusqu'à même tellement sous-exposer la pellicule que la dernière image de fin, on ne savait même pas s'il allait avoir une image. Et c'est aussi pour ça qu'on a tourné en pellicule. C'est déjà un goût, parce qu'on trouve ça beau, voilà. Et aussi par rapport à toute cette poésie et cette symbolique autour de la pellicule qui est imprimée par la lumière. Et qui, du coup, si il n'y a pas assez de lumière, il n'y a pas d'image, quoi, comme sur la rétine d'Ava. En fait, et concrètement, du coup, la technologie anamorphique des optiques, c'est une technologie qui est astigmate. Donc c'est un problème de vue. Ça nous semblait hyper intéressant de faire que la caméra ait un problème d'astigmatisme, littéralement. Et en effet, le film, c'était de mettre de plus en plus en difficulté le médium, et donc de prendre à la base cette pellicule un peu maltraitée, surdéveloppée, qui allait devenir granuleuse, un peu contraste, un peu imprévisible. Et le dernier plan, j'avais prévenu vraiment tout le monde qu'on essayait de surexposer beaucoup et que s'il fallait refaire, on referait. Et en fait, l'image, elle est... le dernier plan du film, qui est le visage d'Ava qui se fige dans une voiture avec la lumière qui passe entre les pins. Et on se dit, c'est peut-être presque le dernier souvenir visuel qu'elle aura. Et ben ça, il fallait que ce soit arraché à la pellicule. Et on a eu beaucoup de mal à en faire quelque chose à l'étalonnage. Et au final, je pense que c'est mon plan préféré. Alors, il faut peut-être préciser une chose, parce qu'aujourd'hui, presque tout le monde, en tout cas souvent les débutants, tournent en numérique, ou même s'il arrive de tourner en pellicule, on a déjà tourné en numérique avant. Avant, c'était l'inverse. Donc, je voulais savoir, l'une des grandes différences, c'est qu'en numérique, on peut voir le résultat tout de suite quand on a un doute. Alors que là, il faut attendre le développement, il faut attendre peut-être un rapport du laboratoire qui dit c'est comme ci, c'est comme ça. Alors, ouais, je vais laisser pour l'image, parce qu'en effet, on ne voit jamais l'image. Mais c'est vrai que alors, sur Ava, on a quand même un combo. Un combo, c'est une sorte de petite télé qui retransmet l'image qu'il y a dans la caméra, mais c'est pas du tout l'image finale, parce qu'en effet, on peut pas l'avoir immédiatement. C'est pas hyper fidèle, quoi. Non, c'est une petite caméra qui est enfin, c'est une mini caméra dans la caméra, c'est ça, hein, qui retransmet. Et donc, moi, j'ai quand même une image, je peux voir ce qui se passe. Surtout au cadre, en fait. Voilà, c'est pour le cadre. Et quand même, on a une idée de la lumière, mais bon, voilà. Mais si Paul sous-expose et qu'il n'y a pas d'image, je le verrai pas sur le combo. Il n'y a juste pas d'image à la fin. Mais ça permet pour moi de diriger, parce que je dirige beaucoup au combo. C'est en regardant l'image et pas en regardant les acteurs en vrai. Et ça permet aussi... Alors sur Ava, il n'y avait pas, je crois, mais sur Les 5 Diables, le deuxième film que j'ai fait aussi en 35, on pouvait enregistrer les prises sur le combo. Et donc, je pouvais les revoir s'il y avait un problème. Surtout pour le jeu Ouais, pour le jeu. Le cadre aussi. Oui. Voilà. Mais après, les vraies images arrivaient, elles partent en labo et ça arrivait 3 jours après, je crois. Et on avait sur Internet, on pouvait récupérer les rushs 3 jours après.
Donc s'il y a vraiment un problème et qu'on a cassé les décors, c'est pas possible, mais on peut retourner si jamais il y a un problème technique, quoi. À y repenser aujourd'hui et même à revoir ces images, qu'est-ce que vous pensez que Ava vous a appris de plus? Enfin, quel est le plus grand enseignement que vous avez tiré de cette première expérience de long métrage? Moi, c'est pareil, de nouveau me dire, c'est les choix techniques qu'on a fait à l'époque, moi je les ai faits parce que j'avais aucune idée des difficultés que ça allait engendrer. L'anamorphique, ça assombrit l'image, on perd un ou deux diaphes. J'aurais jamais donné aujourd'hui à quelqu'un qui fait un premier long le conseil de faire ça. Et pourtant, je me dis, en fait, de pas trop savoir, c'était super bien, quoi. Oui, aux innocents, les mains pleines, en Ouais. fait, un peu. Bon. Alors, c'est intéressant, le troisième extrait qu'on va voir, c'est un film de Jacques Audiard, c'est Les Olympiades. Et Léa, vous êtes créditée comme co-scénariste. Donc, comment est-ce que vous avez été amené à rencontrer Jacques Audiard et à Paul Guillaume, donc travailler avec lui à l'image, et Léa, enfin avant ça, donc au scénario? Il faudrait demander à Jacques, mais je pense que c'est Ava, hein, c'est parce qu'il a vu Ava. Du coup, il a appelé Paul pour le Bureau des légendes. D'abord, ils ont fait 2 épisodes ensemble, et ensuite, il a appelé pour l'image, et après, il m'a demandé... Il était donc en écriture à l'époque ou Des Olympiades. Ouais, on était en train de rentrer. Donc Jacques avait été appelé un peu pour réaliser les 2 derniers épisodes de la dernière saison. Et dans la voiture, un jour, du retour d'un tournage, c'était plutôt vers la fin, il me dit est-ce que Léa pourrait être intéressée si éventuellement je lui proposais quelque chose? Et j'avais dit je te donne son numéro tout de suite, je pense qu'elle va être très contente. Mais donc il y pensait, je pense, c'est juste que c'était pas trop le moment avant, quoi. et Léa, comment s'est passée la collaboration sur le scénario des Olympiades? C'était super. En fait, il y avait déjà une version qu'il avait C'est ça. écrite, qu'il avait écrite avec Céline Sciamma, peut-être 1 an avant, ou je sais pas, quelques mois avant, et qu'ils avaient abandonné pendant longtemps et qui Il comptaient vous a pas dit reprendre. pourquoi? C'était très différent. C'était quelque chose de très théâtral et tout ça. Je pense qu'il n'avait pas envie de le faire. Et qu'après, il a ressorti, quand il pensait à un nouveau film, il a ressorti ses vieux dossiers. Il s'est dit, en fait, il y a quelque chose là-dedans. Et du coup, il m'a appelé, mais on a vraiment tout réécrit, quoi. Et puis, c'était déjà une adaptation d'une BD, donc c'était l'adaptation du scénario, de l'adaptation, quoi. Alors, avant qu'on voit l'extrait, juste quelques précisions sur, pas tellement sur là où on est dans l'histoire. Bon, on suit plusieurs personnages dans le 13e arrondissement à Paris, mais le noir et blanc. Moi, j'avais 2 indications pour ce film. C'était un film sur l'époque moderne. Il voulait, en fait, faire un film en noir et blanc. Dès qu'on met une caméra en noir et blanc dans Paris, ça fait nouvelle vague très vite. Donc, il fallait que ce film soit un peu d'aujourd'hui et pas juste Une quelque chose référence qu'on avait à- déjà ouais. vu. Et ça, on s'est rendu compte que une image granuleuse et un peu vintage, on va dire, ça nous amenait tout de suite dans une autre époque et ça marchait pas. Et Jacques, Vous avez fait des essais donc ou, oui, on a fait des essais. D'ailleurs, il y a des slides que j'ai de ça, que j'ai fourni. on les verra après. Ouais. Jacques m'avait dit, il faut que le noir et blanc soit brillant. Et c'était un peu la seule chose qu'il m'avait dite. Alors la brillance, on pourra en parler tout à l'heure, mais c'est la brillance de ce qu'on filme, donc qu'il y ait des sources dans le champ, qu'il y ait des éléments brillants, mais aussi que l'image ne soit pas mate et donc ait une certaine définition. Et pour la première fois de ma vie, je crois que j'ai utilisé des optiques hyper définies, des Leica Sumilux sur une Sony Venice, qui, en plus de en plus de conserver du coup tous les micro-contrastes, c'est-à-dire que si un textile a une texture un peu fine et brillante, et ben on le voit à l'image. La caméra était très sensible et la deuxième indication que Jacques m'avait donnée, c'était il faut qu'on puisse capter la poésie d'un visage éclairé par un écran, un iPad, comme c'était des histoires d'amour à l'époque de Tinder. Il fallait que quand quelqu'un est tout seul dans son lit avec un iPad, ça fasse la lumière de la scène. Et la caméra qu'on a choisie est très sensible. Elle venait de sortir à l'époque et elle permet ça. Et le noir et blanc, c'est parce qu'il y a un moment, il cherchait une forme. Enfin, ça, je sais parce que c'était au moment du scénario Oui. aussi. Et que, en fait, donc c'est l'adaptation d'Adrienne Tominé, de plusieurs BD d'Adrienne Tominé, quoi. Et elles sont en noir et blanc. Et du coup, c'est venu comme ça.
C'était inspiré par la source en fait de. Ouais, mais de l'histoire. quand on a commencé à écrire, il s'était pas dit je Oui. vais le faire en noir et blanc, c'est plus tard. Et là, à 3 jours du tournage, il m'a dit ce serait bien qu'on filme et que ça puisse être passé en couleur si on veut. Et alors là, j'en parlerai plus tard, mais on était parti dans une direction qui rendait ça complètement impossible. Alors, on va regarder l'extrait. C'est inutile que je vous raconte l'histoire parce que je pense que les images et ce qui se passe à l'écran est suffisamment frappant pour qu'on puisse le commenter après. Et puis, on aura effectivement des slides de Paul pour nous en dire plus. Tu t'appelles comment? Handicap dans les relations, hard ou pas. Mais je vais pas me farcir 200 pages pour savoir ce que je vais faire en rentrant à la maison. Émilie. 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 Putain, tu peux pas prévenir, non? Ça fait 4 fois que je t'appelle. Oui, mais j'ai pas entendu. Qu'est-ce que tu fais là? T'as pas bougé de la journée? Non. T'as rien fait? Si, j'ai regardé des séries, j'ai vidé le frigo et j'ai regardé des séries. T'as appelé le numéro que je t'ai donné pour le boulot? Ah oui, j'ai essayé, mais ça marche pas. Tu fais quoi ce soir? Pourquoi? J'ai invité quelques amis à dîner. Des profs, je parie? Oui, des profs. Ce serait bien si on pouvait avoir l'appart pour nous. Ah, t'aurais besoin de ma chambre aussi? Non. Bien sûr que non. Très bien, mais je vous laisse le reste alors. Je t'ai mis le loyer sur la table de la cuisine. J'arrive, Camille. Paul, est-ce que vous pouvez nous commenter un peu ce qu'on a vu? Le noir et blanc déjà. Bah oui, en fait, donc le noir et blanc, moi, je me suis tenu à cette piste brillant, et en fait, ça déclenchait tout un tas de choses visuelles qui étaient super intéressantes. En fait, vous pouvez voir que le jour du choix des accessoires, Jacques est très impatient, il a vu la grande table avec, il y avait 20 mètres d'accessoires à choisir, je pense qu'il a fait 50 cm et il est parti en disant bon bah c'est Paul qui choisit. Voilà. Et du coup moi j'ai choisi les trucs les plus brillants à chaque fois, les plastiques à paillettes, les trucs comme ça. Donc mais en fait c'est pour dire que l'image c'est un peu comment on le fait, mais c'est beaucoup ce qu'on fait. Enfin c'est qu'est-ce qu'on filme. Un plan peut être splendide en filmant un visage avec une belle peau, enfin une peau intéressante, je veux dire, avec un t-shirt d'une couleur intéressante sur un mur blanc. Si le stylisme, la direction artistique, on va dire,
est intéressante. Il suffit d'une ampoule au-dessus de la tête pour que l'image soit forte. Donc, Donc quand vous choisissiez par exemple les accessoires, le stylisme, comme vous dites, il fallait que vous fassiez abstraction de la couleur. Il fallait que vous l'imaginiez Ah oui. en noir et blanc. voilà, là, alors qu'il y a quelques photos en ligne sur le site de l'AFC, sur l'article sur comment on a fait les Olympiades, parce qu'on a travaillé en couleur, donc avec une caméra avec un capteur couleur. La chef costumière et directrice artistique du film, Virginie Montel, avait fait La Haine. Et La Haine s'est tournée en pellicule couleur par un chef opérateur qui s'appelle Pierre Haïm, en pellicule couleur avec les photos de plateau. C'est assez marrant en fait parce qu'ils sont habillés en rouge, vert, bleu. Ça n'a rien à voir avec le truc très tenu. C'est en fonction en fait, film. du rendu noir et blanc Voilà. qu'il faut prévoir. En fait, pour La Haine, il s'était rendu compte que les rouges sortaient vraiment très denses. Donc ça faisait un joli gris profond, que les verts faisaient quelque chose d'assez clair, et les bleus un intermédiaire, entre guillemets. Et ils ont travaillé beaucoup comme ça. Nous, on a poussé ça avec les outils du numérique en plus, qui sont quand même un peu plus vastes. On a souvent mis les murs verts ou bleus, en tout cas dans une couleur qui n'était pas celle de la couleur des costumes des comédiens, des comédiennes. Et ça nous permettait, en étalo, de prendre les bleus, de les assombrir, ou de prendre les verts, les assombrir, mais de rééclaircir le costume, par exemple, d'un comédien ou d'une comédienne. En fait, on avait comme déjà un ensemble de zones, de masques qui étaient préexistants et déjà traqués, déjà oui, isolés. On n'avait que à dire, tiens, on va faire ça avec les rouges. Et ça nous donnait une liberté de manœuvre énorme sur les contrastes. Oui, ça vous donne une infinité de gris en fait que vous pouvez changer à l'étalonnage selon la couleur de départ. Oui. En fait. Alors, c'est pour ça que je disais que c'était impossible de repasser le film en couleur, c'est que ça aurait été, les photos elles sont sordides. L'appartement il est vert clair. Enfin, c'est pas terrible. Il y a des diapos, des slides que vous nous avez choisis et vous allez nous expliquer de quoi il s'agit en fait. Je crois que les 3 slides qu'on va voir, c'est des documents de prépa qui servent en fait à parler avec l'équipe. Voilà. Donc on a pas mal de... Avec l'équipe technique, avec les acteurs, les actrices ou... Oui, c'est ça. Plutôt avec l'équipe technique, les collaborateurs à la déco, les costumières, costumiers. Alors, ça correspond à quoi? C'est des photos de préparation? Oui, voilà, c'est des photos de prépa. Donc le premier film en haut, c'est le seul film de rêve qu'on a eu de la part de Jacques, qui est Lenny de Bob Fosse. Avec Dustin Hoffman, là, qu'on voit avec le micro. Ouais. C'est un film qui aujourd'hui encore, est incroyablement moderne à l'image. Il y a, dans chaque image, pratiquement, il y a un blanc pur et un noir pur. Et c'est un peu quelque chose qui a été fait dans 8,5, avoir une référence de noir pur, une référence de blanc pur dans chaque image. Mais là, avec une forme encore plus moderne. Enfin, il y a un truc dans le choix des focales, les profondeurs de champ, qui n'a pas vieilli du tout, quoi. Enfin, ces images-là, elles pourraient être faites aujourd'hui, ce serait pareil. Et dans 8,5, ça c'est un chercheur de l'image qui s'appelle Marc Salomon, qui est membre de l'AFC, qui parlait de ce travail-là du contraste. À peu près n'importe quelle image que vous mettez en pause dans ce film de Fellini, vous verrez un noir absolu et un blanc absolu. Et il y a des travelling, les gens portent des lunettes de soleil avec des chapeaux blancs. Et en fait, ça donne, du coup, ça remplit toute la dynamique que l'écran de cinéma est capable de reproduire. Le noir maximum que l'écran de cinéma est capable de reproduire, il n'est pas très noir en fait. Quand on le regarde, il est gris. Et le blanc n'est pas non plus très blanc. C'est une dynamique qui est très contrainte. Alors maintenant, il y a le HDR et ça va changer. Mais dans la règle du jeu classique de la projection de cinéma, en fait, si on fait une image un peu normale, on va dire douce, et ben les noirs semblent gris. Il n'y aura aucun noir et aucun blanc en fait. Oui, en tout cas, l'œil s'habitue très vite. Ouais. Et là, on regarde cette image pendant longtemps. Ça y est, on s'est habitué à ce que ça ne soit pas du tout noir. En plus, les lumières sont allumées, mais quand une séquence très noire est un peu longue au cinéma, eh ben, elle devient très vite très grise. Et il y a plusieurs options pour pallier à ça, mais les deux viennent de la peinture. En peinture, il y a ce qu'on appelle dans la peinture classique un réo.
Donc c'est mettre par exemple dans de la tour une flamme de bougie au centre de l'image. Elle nous dit tiens, ça c'est du blanc, et du coup le cerveau se dit alors ce qui est à côté, ben ça c'est vraiment du noir du coup, alors que techniquement ça ne l'est pas. Ça rehausse le noir en fait. Le fait de mettre un contraste. Exactement. Et du coup, dans toutes ces images-là, vous pouvez voir que où c'est des matières, le sol brillant dans les photos de Robert Frank, l'homme au jukebox, ou c'est des choix d'étagement des contrastes, les hommes qui fument à droite avec les cols blancs et les chemises noires, où c'est de la composition, mais quand on essaye de faire une image dynamique, alors, quand elle est en plein écran, il n'y a pas cette espèce de mollesse de la projection de cinéma. Suivante, s'il vous plaît. Alors là, c'était un petit document didactique pour l'équipe. En fait, c'est une analyse en fait de la phrase qui vous a dite. Ouais, voilà. Noir et blanc brillant. Au centre, il y a cette image que j'ai toujours adorée, qui est une photographie d'Anders Petersen, qui est un photographe qui fait un noir et blanc il le traite, hyper dynamique, et qui pour moi est brillant. En fait, souvent ces photos elles sont argentées. Et ça, c'est une commande de la ville de Sète. Il a passé quelques mois à Sète pour faire le livre qui en est sorti. Ça, c'est même la photo de couverture du livre qui a été fait en 2008. Et il y a un peu tout dans cette image, c'est-à-dire que le sol est recouvert d'eau, s'y reflète des sources en direct. La matière au milieu est extrêmement... la matière de la peau du poulpe est extrêmement riche. Le traitement est très contrasté. Et il y a des références de blanc et de noir. Plus, en fait, au lieu d'être des grandes zones de blanc et des grandes zones de noir, c'est que des micro-contrastes. Donc c'est des petits points de blanc et entourés de grandes zones de noir. Ou l'inverse. Et du coup, ça crée, pour moi, l'image parfaite de ce que c'est qu'une image brillante et en noir et blanc. Et autour, il y a à droite, il y a plusieurs photos. Il y a 2 photos d'Anders Petersen, le chien et les tuyaux. Tout en bas, il y a une photo de la haine. Là, c'est les matières argentées. Il y a un Bergman, pareil, les matières argentées martelées. Ça crée ça. Donc voilà, c'était une réflexion sur ce que ça peut être un noir et blanc brillant. Et donc, pardon, il y a l'idée des macro-contrastes. Là, je me disais, dans une salle, une grande zone éclairée qui prend une grande partie de l'image, une grande zone noire, ça c'est un macro-contraste. Le micro-contraste, c'est ce qu'on peut appeler aussi des fois les spéculars, mais c'est des matières qui localement présentent des noirs purs et des brillances pures. Ouais. Suivante, il y en a encore une, je crois. Voilà, ça c'est nos essais. Ce que j'avais bien aimé, qu'on voit en haut, là, qui est identifié dans un cercle orange et agrandi à gauche, c'est que les optiques Leica, elles créaient des bokeh qui, alors qu'on est dans du flou, avaient un pourtour très net, très dessiné. Et donc en fait, ce qui était bien, c'est que ça ramenait du net dans le flou, en un sens. Et c'était les seules optiques qu'on a testées qui faisaient vraiment ça aussi fort. On les a choisis pour ça. Et pour leur côté extrêmement piqué qui gardait les brillances locales. Et quelque chose qu'on a fait dans le film, qui est en bas, un filtre qui fait légèrement baver les hautes lumières. C'est-à-dire les tubes fluo semblent se disperser autour de la source. Ça, c'est un filtre qui s'appelle le fog, qui donnait du coup l'impression peut-être que la lumière était tellement forte dans les hautes lumières, tellement forte qu'elle irradie, et ce qui crée presque un effet psychologique de « Ah tiens, ça brille ». C'est une aura, là, c'est quasiment. Alors, maintenant, petite récréation pour Léa. On va parler d'un documentaire qui s'appelle Paradis, dont peut-être vous pouvez nous dire quelques
mot, Paul, sur ce dont il s'agit et la façon dont vous avez tourné. Paradis, c'est un film qui m'est arrivé je sais même plus comment. Il n'y avait aucun contact en commun. J'ai reçu Si, moi je me souviens. Non, mais je vais raconter. Je reçois un PDF et qui était splendide. Et je me rends compte que je venais. Enfin, un PDF sur les incendies en Sibérie. Oui. Une sorte de notification. Ouais, ouais. oui, enfin, non, c'était un projet de film, quoi. Ah oui, C'est un documentaire sur les incendies en Sibérie. Vous recevez le projet, donc. Ouais. Et en fait, c'est vrai qu'en documentaire comme en fiction, mais peut-être en documentaire encore plus, ce qui fait l'image, c'est le dispositif. C'est-à-dire que quand vous arrivez dans un lieu, si vous tournez un film dans un hôpital sur des soignants, ça fait une image d'hôpital. C'est-à-dire que c'est compliqué de se dire qu'on va complètement s'en sortir. Depardon a été capable un peu de le faire dans 12 jours, mais ça reste un film d'hôpital. C'est hyper difficile, quoi. Et donc en fait, quand je suis tombé sur ce documentaire dans ce contexte fou, je me suis dit qu'il y avait un truc à faire. Et puis ensuite, un hasard de circonstances a fait qu'on a rencontré le réalisateur une semaine après pour complètement autre chose, et qu'il m'a parlé du film et que je me suis dit allons-y, alors que il avait peu fait de choses dans sa vie, à part un très beau documentaire qui s'appelle Le Fils, qui est sur la mort de son cousin dans l'armée russe à 18 ans, en intervenant dans le Donbass, donc là où l'armée russe essayait déjà d'occuper l'Ukraine. Ce film, on l'a tourné juste avant l'invasion russe en Ukraine. Et évidemment, depuis, Alexander ne peut pas retourner en Russie à cause de ses positions politiques. Donc il vit à Marseille. Voilà. Vous pouvez nous rappeler le contexte, justement, de quoi parle le film ? Le contexte, c'est des incendies saisonniers qui se déclenchent dans la taïga russe, qui est un territoire qui est plus grand que plusieurs fois l'Europe, donc c'est incommensurable. Il y a des zones qui s'appellent très ironiquement les zones de contrôle, qui sont des zones où on ne contrôle pas les feux, sauf si les dommages matériels sont supérieurs au coût de l'extinction de l'incendie. Ce qui arrive très rarement, parce qu'en fait c'est que de la forêt, et que la forêt n'est pas considérée comme n'est pas chiffrée matériellement. Et donc en fait il y a des villages entiers qui brûlent sans intervention, qui doivent s'organiser pratiquement tout seuls à cause là beaucoup du dérèglement climatique, plus de la perte de savoir-faire traditionnel, un peu comme on voit en Californie, où il y a 200 ans il y avait des feux annuels qui étaient déclenchés par les populations locales, que évidemment personne ne déclenche des feux de contrôle à Los Angeles aujourd'hui. Et donc les villageois sont obligés de s'organiser. Il y a des pompiers qui arrivent de la capitale locale pour aider. Et leur seul moyen de lutter contre le feu, comme les hélicoptères ne peuvent pas voler parce que l'argent est en partie détourné, c'est de faire des contre-feux. Alors ils ont des lance-flammes, des petits lance-flammes. Ils mettent le feu aux herbes et ils créent des bandes tampons qui auront déjà brûlé, qu'ils éteignent ensuite littéralement au pistolet à eau. Ils ont des grands réservoirs dans le dos, et c'est vraiment les moyens du bord, quoi. Oui, c'est vraiment combattre le feu par le feu. Donc une séquence très spectaculaire de Paradis.
Vous remarquerez, quand on passera l'extrait suivant, qu'il y a un fil conducteur quand même très rigoureux dans le choix des extraits. C'est les 5 diables. Alors, les conditions de ce tournage devaient être assez délirantes ou c'est l'impression qu'on a quand on voit le film. C'est un film qui a quand même eu du retentissement, qui a été multi-récompensé, etc. On a l'impression que c'est des images qu'on n'a jamais vues. Bah, c'est vrai que c'est une région que moi j'ai pas beaucoup vue au cinéma. La Yakoutie, c'est pas l'endroit le plus filmé. Et Sacha, il a ce côté complètement fou d'aller s'aventurer dans des lieux, dans des mondes où il va lever des images jamais vues. Et je pense que oui, encore une fois, c'est le projet, c'est le réalisateur là qui met sur la table l'image initiale du film. Ensuite, il n'y a plus qu'à l'interpréter, quoi. Et comment s'est déroulé le tournage? Je veux dire... On était en relativement petite équipe. Oui. On avait un ingé son, Sacha, moi-même à la caméra. En Russie, comme dans pas mal de pays, quand on loue une caméra, il n'y a pas d'assurance souscrite. Il y a un employé de la boîte de loc qui vient et qui est premier assistant caméra. Or, en documentaire, moi, je suis de l'école de Sébastien Lifshitz, qui m'a un peu tout appris en documentaire. Donc j'ai la caméra sur l'épaule et je fais le point avec la main droite, avec des outils de picking qui permettent de voir quand c'est net, quand c'est pas net, rapidement. Et c'est une rigueur qui s'apprend. Et c'est vrai que assez vite, je lui ai dit qu'il ne ferait pas le point, quoi, que quand on était dans des endroits comme ça, à marcher ou même en interview aussi, parce que c'est fou d'être plus nombreux que les gens qu'on filme en documentaire, c'est presque impossible. Je trouve que c'est la limite du documentaire d'ailleurs, et c'est pour ça que je trouve que ça marche presque jamais quand on filme quelqu'un qui est tout seul. C'est-à-dire que quand on filme 2 personnes, on peut être 2, je crois. Mais quand on filme une personne toute seule dans sa cuisine en train de se faire du café, je trouve qu'en documentaire, ça fait tout de suite vraiment faux. Donc voilà, c'est à cause de cette règle de ne jamais être plus nombreux que ceux qu'on filme, je pense que c'est juste d'être tout seul à la caméra. Et l'idée, c'était, il y avait eu des repérages. L'idée, c'était d'attendre la saison où les incendies se déclarent. On attendait de savoir où on a. La question, c'est pas où est-ce. C'est pas s'ils vont se déclarer, c'est où. Donc, on savait qu'on allait tourner, on savait qu'on allait suivre, on savait à peu près dans quelle région. De toute façon, c'est toujours au même endroit. Et on est parti. On est parti un peu trop tard, à cause de moi d'ailleurs, parce que j'avais un emploi du temps qui le permettait pas. Et, par rapport à la saison des feux ou les feux avaient commencé depuis longtemps et en fait quand on est parti, on a loué un chauffeur un chauffeur nous a loué le trajet, on savait pas où on allait, on suivait les feux et il a commencé à pleuvoir à verse sur la taïga, donc on s'est dit en fait c'est super pour la région, mais en fait le film se fera pas cette année. Et en fait, malheureusement, la pluie s'est arrêtée. On a commencé quand même le film cette année-là, puisqu'on a avancé de village en village en cherchant un endroit où on allait être les bienvenus. Parce que c'est quand même particulier de débarquer dans un village où personne ne nous connaît, en disant on vient filmer la lutte contre les incendies, et on ne vous veut pas du mal, on est là parce que c'est une situation qui est atroce, et que en fait, en faire un film, ça nous semble juste. C'est pas... Donc on a été très bien reçus dans ce village de Shologon où ils se sont dit tiens, on va entendre parler de nous, quoi. Et d'ailleurs tous les prix que Sacha a gagnés avec son film, il les a envoyés, ils sont dans la petite vitrine de la mairie là-bas. Il a été le montrer. Il n'a pas été le montrer, il a envoyé le film. Parce que là, en fait, pour ceux qui ont envie de voir le film, je révèle quand même, c'est que l'action du film, en documentaire, on ne peut pas écrire un scénario exactement, même si les choses se reproduisent souvent, de façon saisonnière en l'occurrence. Mais tout le suspense du film consiste à savoir non seulement si le feu va se propager et jusqu'où, mais à attendre peut-être et à espérer qu'il pleuve. Ouais,
C'est la fin de la saison des. Avant, c'était la saison des incendies était vachement moins marquante et vachement moins violente. Donc maintenant, la fin de l'été, donc c'est la fin de la saison des incendies et c'est marqué par les premières pluies. Alors, on va passer aux 5 diables. On a déjà vu ce film dans la petite salle là-haut, donc vous en avez déjà un petit peu parlé. L'idée, c'est peut-être de, comme le film, enfin l'extrait, c'est pas loin du début, de regarder l'extrait d'abord et puis ensuite de commenter. Peut-être juste dire que le film est à nouveau tourné en 35, que c'est absolument impossible de faire ça si c'est pas la mise en scène qui le décide, évidemment. C'est tourné en 35 en 2 perfs, donc c'est des optiques sphériques qui permettent d'avoir une image qui occupe tout l'écran, comme en scope, mais en consommant 2 fois moins de pellicule, donc au prix d'un peu de définition perdue, un peu plus de grain, et à la fois pour ce film-là, ça nous semblait juste, on se disait que cette image qui est presque entre le 16 et le 35, allait apporter de la brutalité et que c'est ce dont on avait besoin. Ça va? Je veux qu'elle s'en aille. Je supporte pas. Alors, il y a une chose quand même qui relie ce film à Ava. Je dirais que Les 5 diables, c'est le titre du film. Il pourrait aussi s'appeler, d'après moi, Les 5 sens. Parce qu'il y a un côté sensoriel. Alors dans Ava, évidemment, c'est la vue et le son, éventuellement, qui transmettent les émotions, c'est-à-dire les sens du cinéma. Mais ce qui est intéressant dans Les 5 diables, c'est qu'il y a les autres sens sont convoqués aussi. Le toucher, enfin le froid, le chaud et l'odorat surtout. Donc ce côté sensoriel qui en plus sur un film qui mêle le réel, l'imaginaire, enfin qui va jusqu'au fantastique. On peut redire un mot du projet lui-même?
De ce que ça raconte Ouais. Oui. Alors c'est l'histoire de cette petite fille qui s'appelle Vicky et qui fabrique des potions, comme vous avez pu le voir, qui la transporte dans le passé de sa mère et de son père, de ses parents, quoi, et qui l'aide du coup, à travers ces souvenirs qui reviennent à chaque fois à travers une odeur, à comprendre un secret qu'elle ne connaissait pas, quoi. Voilà. En gros. Et quand vous avez conçu le film ensemble et que vous l'avez préparé, est-ce que vous aviez, je veux dire, des idées ou des concepts très forts dans ce qu'il y avait à faire passer à travers ce film? Oui, alors, et en plus, donc là, tout à l'heure, on parlait du fait que Paul était co-scénariste sur des films. Autant sur Ava, il est arrivé au scénario alors qu'il y avait déjà une version et tout ça, que c'était très avancé. Autant là, sur Les Cinq Diables, on a vraiment commencé à travailler dès le tout début de l'histoire, quoi. Donc on a vraiment, en fait, pensé le film et scénaristiquement et visuellement, vraiment en même temps, quoi. Donc notamment sur ses souvenirs, là, le fait qu'on la voit, la petite Vicky qui est couchée dans les souvenirs et que il y avait une focale un peu courte, un peu jeu vidéo, comme on disait hier à la projection. C'est venu au cours de l'écriture, parce que mes premières images de elle voyant le passé, c'était presque des flashbacks beaucoup plus classiques où elle n'était pas dedans, quoi. Et en fait, c'est en discutant avec Paul que finalement ça a influé sur la forme même du film, puisqu'elle va se balader dans les souvenirs et que c'est maintenant le concept, quoi, comme du film. C'est vrai que quand je travaille avec Léa, j'ai cette espèce de cartouche, parce que quand on est chez FOP, souvent il y a plein de séquences qu'on lit dans un scénario et on se dit c'est dur, je sais pas ce que je vais en faire. Ça... Enfin, moi souvent je me dis cette séquence elle va être moche. Enfin, Ou qu'est-ce qu'il veut dire, qu'est-ce qu'elle veut dire? Non, ça c'est pas mon job. C'est plutôt. Oui, mais... Il y a des séquences que je sens pas visuellement. Ouais. Et avec Léa, je peux lui faire changer. Alors je lui dis, bah tiens, ce serait vachement mieux si au lieu d'être à table, il pouvait marcher sous la pluie. Des trucs qui sont plus faciles à filmer, et enfin plus intéressants. Et elle dit oui ou elle dit non, mais en tout cas, je me bats jusqu'à ce que ce soit plus dans l'endroit qui me gêne, en tout cas. Et voilà, j'arrive à... C'est un côté pratique, hein, quand même. Ah bah c'est un peu de la triche, ouais. Et sur Les Cinq Diables, en particulier, est-ce qu'il y aurait eu des choses qui auraient pu vous poser problème ou questions ou gêne et que vous avez résolu en dehors de ce dont vous avez parlé, c'est-à-dire qu'elles soient incluses dans les souvenirs? Ouais. Non, mais sur Les Cinq Diables, je pense que c'est plutôt l'ensemble du film est conçu avec toujours une approche, une conscience de ce que ça va donner visuellement. Des fois en se disant, bah là, il faut que ce soit plus normal, on n'essaie pas de faire forcément beau, c'est pas la question, mais en tout cas, il y a toujours la question de la forme, même à l'écriture, quoi. Voilà. Et non, voilà, je revoyais l'extrait, là je me rendais compte qu'en fait les souvenirs on les a tournés avec une pellicule qui est plus molle, pour le coup la 500. Pas la même celle que je disais ouais. ne pas trop aimer d'habitude. Donc ils ont ce côté plus chaud, un peu moins piqué. Les intérieurs, eux, sont tournés avec une pellicule très peu sensible, avec la 200, ce qui dans un petit espace comme ça, mansardé, où les acteurs sont pratiquement collés au mur, est en fait très difficile. Difficile à éclairer, du coup. Ouais, dans la salle, il y a le chef électricien Benoît Jolivet quelque part, mais qui a fait un travail assez fou qui, j'ai l'impression, a réussi à garder une espèce de logique dans les directions de lumière, leur douceur et tout ça, tout en gardant un plateau vivable et des acteurs qui pouvaient bouger, avec plusieurs techniques, avec des projecteurs qui étaient un peu nouveaux à l'époque, qui ne le sont plus du tout, mais des espèces on appelle ça des fabriques, mais des tissus pratiquement avec des LED dessus, donc qu'on venait mettre comme des toiles d'araignée dans les murs derrière les fenêtres pour les renforcer, mais sans avoir non plus des pieds de cinéma sur le plateau, pour renforcer la direction d'une lampe, par exemple. Oui, parce que quand il dit vivable, c'est-à-dire que s'il y a trop de projecteurs, déjà il fait super chaud et en plus on ne peut plus passer, quoi. Ouais, enfin, garder le plateau comme un endroit un peu agréable, et aussi avec des systèmes qui sont pas nouveaux, mais qui, avec la technologie LED, deviennent de plus en plus faciles à utiliser, des lumières perchées dans des boules chinoises qui peuvent se déplacer avec les acteurs, pour encore une fois éviter d'avoir des trépieds ou des sources de cinéma sur le plateau.
Alors, on va passer à Emilia Pérez, qui fait de vous les stars des nominations au César, puisque Paul Guillaume est à l'image. Attendez. Est à l'image et Léa Misius au scénario, en co-scénariste. Le film est donc programmé ce soir et c'est déjà plein, mais sans doute plein de personnes qui sont dans la salle vont assister à la séance. C'est un projet un peu fou, moi je trouve. J'ai eu l'occasion d'en parler avec Jacques Audiard. Déjà sur la conception, puisqu'on a la chance d'avoir Léa, vous êtes arrivé à quel stade de l'écriture de ce film, qui est au départ qui devait être un opéra, un livret d'opéra, au tout départ. Moi, je suis arrivée au début. De quoi ? Moi, je suis arrivée au tout début, et d'ailleurs, c'était pour relier aux 5 Diables, on venait de commencer le tournage des 5 Diables qui s'est arrêté. Enfin, on n'a pas commencé, c'était la veille du tournage parce qu'il y a eu le confinement. Donc, on est tous rentrés. Lui, il avait le Covid, au lit, tout le monde au lit. Moi, j'étais encore debout, et là, Jacques, il m'appelle, il dit si votre film il s'est arrêté, vous allez pouvoir écrire le nouveau avec moi. Il n'avait pas tourné les Olympiades encore, je crois. Si. Non, bref, peu importe. Je crois qu'il n'avait pas tourné les Olympiades, on venait de finir le scénario. Et il dit on va écrire le nouveau, et du coup on a commencé pendant le confinement, et il n'y avait rien à part cette idée qu'il a eue dans un livre d'un ami à lui, où il y avait cette idée d'un narcotrafiquant qui changeait de sexe pour échapper à des ennemis, quoi. Et à partir de ça on a développé un traitement, et à l'époque je sais même si au tout début il se posait déjà la question de savoir si c'était un opéra ou pas, mais d'abord on a fait un traitement. Et ensuite, un traitement, c'est un résumé de tout, sans qu'il y ait les dialogues, en gros. C'est-à-dire l'histoire, en fait. L'histoire, voilà. Ouais. Et ça pendant plusieurs mois. Et ensuite, il est parti, du coup, il s'est dit non, il faut que ce soit sur scène, il faut que ce soit un opéra sur scène. Et là, il est parti avec l'autre scénariste, Thomas Bidguin, et les compositeurs, pour écrire des chansons, quoi. Oui. Et moi, pendant ce temps, j'écrivais la version dialoguée du scénario, mais brute, sans chanson. Oui, parce qu'il n'était pas sûr de ce que ça allait être au final, donc il a mené en parallèle plusieurs écritures, en fait. Voilà, c'est ça. Et du coup, à la fin, après, de cette version scénario, c'est ce film-là, en gros, mais sans les chansons, donc bon, ça change quand même beaucoup de choses. Moi, je suis partie faire les 5 Diables, et eux, ils ont continué, et finalement, c'était pas sur scène, ni un scénario classique, c'était une comédie musicale un peu opératique, comme voilà. Donc cette forme hybride. Et Paul, quand vous avez débarqué sur ce projet, quels vous ont semblé être les paris ou les défis à relever ? Le défi, c'était que c'était énorme. Il y avait beaucoup de séquences. Au début, on devait tourner au Mexique pour trouver finalement le film qu'on a fait là. Il a fallu s'éloigner du monde réel et tourner en studio, parce que Jacques voulait faire tout sauf un film réaliste. Et à la fois, il voulait qu'il y ait un peu de réalisme. Alors la question, c'était où placer le curseur. Et ça a été beaucoup d'essais, beaucoup de discussions et de travail de groupe pour arriver finalement à cet équilibre-là qui lui semblait être le bon. Donc tourner en studio, ça veut dire décor construit, ça veut dire le Mexique reconstitué dans la banlieue parisienne, ça veut dire tout ça. Enfin, je veux dire, c'est un changement total de ce que ça aurait pu être si ça avait été tourné là-bas. Oui, c'est-à-dire que c'est beaucoup plus opératique, dit Jacques, que ce que ça aurait été, c'est sûr. Avec le côté théâtral. Ouais. Et à la fois, nous, ce qu'on voulait faire, c'était quand même que ce soit pas figé, ou que ça fasse pas comédie musicale dans la comédie musicale classique, le gros mouvement de grue en top shot qui se termine en gros plan sur le visage du comédien qui fait un dernier tour sur lui-même. C'était essayer de faire que ce soit plus organique. Et ce que vous allez voir, la première scène, donc c'est 2 extraits mis bout à bout, du début du film. J'ai mis que le premier. Avec le début. Ouais. C'est là une scène de marché, de rue, tournée dans un studio. Sur des fonds à Brie-sur-Marne, avec un fond bleu de chaque côté du studio. Très bien. Donc c'est une des premières chansons du film, avec le personnage de Zoé Saldana qui joue le rôle d'une avocate qui se plaint en fait du traitement qu'on lui fait subir, du traitement professionnel qu'on lui fait subir, et c'est la nuit, elle descend dans la rue, et puis il y a cette scène de marché.
pareja próspera, envidiada, pero una pareja pródiga. ¿Quién dime quién en México no los quería? Por favor, no es ningún cuento de hadas. Es una historia de amor. Vuelvo a los hechos. Violencia, amor. ¿De qué hablamos hoy y ahora? Violencia, amor. ¿De justicia que se compra? Amor. Con veredictos pagados que engordan periódicos, cuellos cortados al lado derecho, las chicas bonitas al lado izquierdo y el morbo corriendo en las calles. Con veredictos pagados, cuellos cortados, las chicas bonitas, el morbo corriendo en las calles. ¿Más café? Sí, por favor. Vengan todos, abran las puertas del tribunal de su conciencia. Oigan, respondan mi pregunta. ¿Podrían dar a mi cliente, el señor Gabriel Mendoza, el derecho de amar a su esposa? Su señoría, pido el triunfo del amor, de la inocencia, la derrota de la mala fe. Cuando hablamos de violencia, hablemos de compasión, hablemos de nuestros muertos, hablemos de nuestras sombras, acojamos nuestro mundo. La derrota de la mala fe. J'avoue que ça me donne des frissons en fait. Alors, les contraintes de tourner un film musical en studio avec quand même du réalisme entre guillemets, puisqu'on est obligé de croire à cette histoire, comment est-ce que ça se gère puisque en plus des collaborateurs habituels sur le plateau, vous avez des danseurs, une chorégraphie, une chanson préenregistrée, enfin, un orchestre, etc. Donc comment est-ce que ça s'organise déjà, le travail? Dans une séquence comme celle-là, il y avait, on a vraiment créé ce qu'on peut appeler un dispositif, c'est-à-dire qu'on a créé un monde qui préexiste. Il n'y a pas de lumière de cinéma, par exemple, dans cette séquence. Il n'y a pas de lumière dans les cintres, au plafond. Tout vient des guérites du marché qui sont sur roues ou des lumières portées par les... C'est des lumières qui jouent, en fait. Oui, c'est des lumières de jeu. C'est des ampoules à économie d'énergie qu'on a achetées au Mexique ou des tubes LED Astera qui sont cachés comme si c'était des tubes fluo dans les guérites, et tout est contrôlé par des récepteurs Bluetooth et des batteries incorporées dans chaque petit stand de marché qui tournent autour d'elles comme ça et qui, à la console, peuvent s'éteindre quand ça passe derrière la caméra pour ne pas projeter une ombre de caméra ni éclairer de face, et qui se rallument dès que la source est en train de revenir dans le champ, donc à 3/4 contre jour. En fait, il y a un balai devant la caméra et un balai derrière la caméra. Voilà, la séquence est beaucoup filmée au Steadicam. Pour cette séquence-là, le chorégraphe Damien Jallet savait un peu déjà où était le bon endroit pour la caméra à chaque moment. On l'avait répété aussi avec les danseurs dans un plateau de danse, avec des iPhones sur des petits stabilisateurs DJI. Pour faire un peu comme c'est un faux Steadicam. Ça avait été monté, donc on savait à peu près où étaient les points de coupe. Et même si on ne connaissait pas exactement le montage final, on savait de quel plan on avait besoin. Voilà. Et les décors? Et les décors, donc en fait, y a l'avant-plan est réel. Les premières parties sur les bords de la rue, il y a des petits stands qui étaient là le jour J. Et il y a énormément d'ajouts en post d'effets spéciaux. Là, ils ont reconstruit une rue en 3D. Et ils l'ont réintégré derrière, pratiquement dans chaque plan. Et c'est un travail colossal. On va voir maintenant les diapositives. Je ne sais pas si on emploie encore beaucoup ce mot. En tout cas, les slides. Alors là, c'est un peu différent. Je pense qu'on peut les parcourir, peut-être pas forcément celui-là. Là, c'est ce que... C'est un cahier. En fait, c'est un cahier de préparation. Donc, peut-être qu'on peut passer à la page suivante. Ce cahier,
c'est une application qui s'appelle GoodNotes, qui est devenue pour moi la façon de préparer un film, en fait. C'est-à-dire qu'il y a une page par séquence, ou plus s'il y a besoin. Je le mets en ligne. C'est partagé avec tous les membres de l'équipe qui en ont besoin. Et il y a à la fois le scénario, on peut voir, il y a un mail en bas avec Jacques qui m'écrit un peu la veille les plans qu'il a réimaginés finalement. En haut, il y a ce que j'avais dessiné parce que j'avais fait un storyboard pour lui montrer des idées de plans. Il y a les plans lumière du chef électricien, il y a mes petits croquis de lumière à moi. Et à la fin, c'est pour ça que c'est pas que un carnet de préparation, mais que ça me sert à garder aussi la continuité, enfin un contrôle sur la continuité dans un film aussi compliqué. Il y a des petites notes, des petites photos de plateau, ça c'est plutôt pour pouvoir se souvenir 5 ans plus tard de comment est-ce qu'on avait fait tel plateau, s'il y a besoin de retrouver des infos. Et il y a aussi des images que j'ai sorties du retour vidéo, qui me permettent, parce qu'en fait le cahier, il y a toutes les séquences, hein, il est sur mon iPad, ils me permettent quand j'attaque une séquence de me dire « Ah tiens, on a déjà tourné ça, donc en fait la dernière image de la séquence précédente c'est ça », et donc de savoir exactement à peu près, petit à petit il y a le film qui se construit, quoi. Et c'est hyper agréable d'inclure dans ce cahier de préparation les images on peut changer de slide, d'inclure les images du film qui est en train de se faire. Voilà, on peut passer un peu comme ça. Donc il y a toujours pour chaque séquence les refs, le plan d'attaque et le résultat, on va dire. Encore quelques pages qu'on va passer à la suite. Et puis ensuite, on passera aux questions du public. Ça, c'est une séquence très spectaculaire de gala avec une chorégraphie assez délirante. Et voilà comment le plateau sur lequel elle a été filmée. Ça, je l'aimais bien, c'est une séquence qui est coupée, mais j'étais assez fier on avait fait un dégradé comme ça de lumière pour reproduire l'effet du coucher du jour sur le comédien, et le gros plan, je me disais ah tiens, c'est brillant et tout, on y croit, ça fait américain. J'étais très content et ça n'a pas été monté, voilà. Alors, on va passer aux questions du public. Peut-être rallumer un petit peu. Et puis, il y a en fait 2 micros qui vont passer dans la salle. Vous pouvez lever la main. La masterclass est enregistrée, donc ne parlez pas avant d'avoir le micro. Vous levez la main et on vous passera le micro. Puis moi, j'en récupère un. On peut savoir quel sera votre prochain film, à tous les deux, soit séparément, soit ensemble? Ah bah ce sera ensemble. Hein. Ah. Tiens. C'est mon prochain film qui va s'appeler Histoire de la nuit, qui est une adaptation du roman éponyme de Laurent Mauvigné. Et on va le tourner là fin mai, début juin, avec Afsia Herzi et Benoît Magimel et Bastien Bouillon, enfin bref, d'autres comédiens. Et c'est un thriller à la campagne. C'est intéressant d'avoir un titre qui fait référence à la lumière, non? Ouais, et en plus, c'est un huis clos, alors il est en panique. C'est vrai que c'est un huis clos dans un intérieur normal. C'est hyper difficile. Ouais. Alors, juste avant qu'on donne la parole à la salle, montrez-moi qui a le micro. Merci, ici, là, et l'autre, là-bas. Juste une chose. On a vu essentiellement des longs métrages de Léa Misius et de Jacques Audiard. Est-ce que vous pourriez nous définir en quelques phrases simples, si c'est possible, les caractéristiques du travail avec l'un et avec l'autre en tant que collaborateur à l'image? Dans le process de travail, je ne sais pas trop. En plus, c'est tellement. Enfin, ce qui est intéressant, c'est que
il pensait, enfin en tout cas il pensait, mais il pense presque à l'opposé. C'est-à-dire que Léa, elle voit des photos. Et en plus, Léa, elle voit en... Enfin, il y a un truc assez marrant, c'est que tu perçois les choses en 2 dimensions, vraiment comme une caméra. Enfin, Léa, elle voit des images, elle voit... Dans la vraie vie, elle voit en 2D. Ouais, Enfin, c'est un problème en vrai, hein, mais bon, finalement, je vois comme au cinéma, oui. ouais, et tu vois pas le relief, mais... Et Léa, elle voit des photos, elle voit des images, et elle les voit dès l'écriture. Jacques, c'est presque l'inverse. Il a presque aucune image en tête quand il écrit. Et ensuite, le but, c'est de trouver une image, pas une image par plan, une image par séquence, et de se dire, tiens, on construit la séquence autour de cette image-là. Et en prépa, en fait, on passe pas à la séquence d'après tant qu'on n'a pas trouvé une image par séquence. Dans un film que j'ai pas fait de Jacques, le serre-tête lumineux d'Andy Pan, c'est ce qu'il appelle une image. C'est pas l'idée du plan encore, c'est pas le serre-tête lumineux dans le flou qui s'approche vers nous, c'est l'image d'un serre-tête lumineux dans la nuit. Et pour chaque séquence... C'est-à-dire une caractéristique en fait visuelle. C'est quand la séquence sera finie, on se souviendra visuellement de quelque chose, et ce sera de ça. Et ça peut être une lumière qui s'éteint, ça peut être un cadre, ça peut être un gros plan avec que du noir autour. C'est la seule chose qu'il cherche et ça suffit. C'est-à-dire c'est nécessaire et suffisant à construire une séquence visuellement avec lui. Et Léa, il faut qu'elle voit, il faut qu'on voit chaque plan, qu'on puisse se dire tiens, ça y est, ce plan, je l'ai dans la tête, c'est bon, on peut le faire. Et donc c'est complètement différent. Et l'autre différence, c'est sur le mouvement. Ava, c'est un film qui est très photographique. Et peut-être que c'est parce que les images sont figées qu'on peut remarquer le travail de l'image. Souvent, c'est assez vrai. Souvent, les chefs-op, on nous dit « Ah, c'est super beau » quand il y a un plan large fixe. Ça ne loupe pas. On vient nous dire c'est mon plan préféré, mais c'est le plan large. Et c'est pour ça aussi que les chefs-op veulent toujours faire des plans larges. C'est que c'est un peu les seuls moments où on se dit « Waouh !» Et voilà. Et Jacques, c'est le mouvement. Et en fait, ce que j'ai remarqué... Les mouvements de caméra En fait, c'est la seule chose qui l'intéresse formellement, c'est qu'il y ait du mouvement. Et moi, j'avais un grand projet, c'était de rassembler des collaborateurs de Jacques, acteurs, techniciens, chefs-op, autour d'une série d'entretiens qui s'appellerait Esthétique du mouvement, parce que je crois que, en fait, les images arrêtées et les photos, ça ne l'intéresse pas du tout. Mais pas du tout. En fait, ce qu'il veut, c'est que ça bouge, et pour lui, la forme vient du mouvement. Et dans ces films, vous remarquerez que quand une séquence aurait pu être très statique, un champ contre champ autour d'une table, elle est faite à l'épaule, c'est pratiquement sûr. Et si elle n'est pas faite à l'épaule, il y a du mouvement derrière, ou il y a un truc qui va s'éteindre. Enfin, ça ne peut pas être statique. Allez-y. Première question. Bonjour. Ma question, c'était par rapport au documentaire Paradis. Je me demandais si vous aviez fait un travail pour gérer les acteurs, si on peut dire, donc c'est-à-dire les gens qu'on voit dans le documentaire, si vous avez passé des consignes comme ne pas se retourner, se mettre en telle position ou telle position, si voilà, il y avait eu des choses faites. Dans les premiers jours d'un documentaire, c'est toujours quelque chose, et c'est une règle qui peut être très belle quand elle est brisée, parce qu'un regard caméra bien senti, ça peut être extrêmement émouvant. Même en fiction d'ailleurs. Oui, en fiction aussi. Mais quand même, souvent, quand on arrive en documentaire, on dit aux gens « Regardez pas la caméra, parlez pas du tournage, ne faites pas attention au micro qui se balade autour de vous, parce que sinon, très vite, on ne rentre pas dans les scènes ni dans l'histoire, à part si c'est vraiment quelque chose qui est dans le dispositif, dans le projet. Donc ça met quelques jours pour que les gens s'habituent. Au bout d'un moment, vu qu'on est là et que de toute façon, alors là, en plus, il y avait la barrière de la langue, mais il y a quand même une espèce de règle, c'est que quand on est en tournage, en tout cas sur les films que j'ai faits, moi j'essaie de ne pas répondre si on me parle. Je peux faire un sourire ou juste machin, mais je ne réponds pas. Et après, je réponds quand j'éteins la caméra. Au bout d'un moment, le contexte est clair et de toute façon, ils savent qu'on ne va pas discuter, qu'il n'y a pas d'interaction à avoir pendant que nous, on est en train de travailler. Dans la prise de vue, ouais. Dans un sens, ouais.
Le micro est par là, je crois, ou non il faut en profiter, hein. Ils ne vont pas rester longtemps, ils passent l'après-midi. Donc, allez-y. Bonjour, je voulais vous demander, pour les remarques sur le film Emilia Pérez, qu'est-ce que vous en pensez ? Les polémiques ? Oui. Alors, j'en pense plusieurs choses. Je pense qu'il y a déjà un fond de vérité quand on parle de la question du casting. Après, il y a quand même beaucoup de... Alors, il y a plusieurs choses. Il y a des polémiques qui sont sur des réseaux sociaux, qui déjà favorisent vraiment les discours complètement extrêmes. C'est-à-dire que moi, mes amis ou les connaissances que j'ai au Mexique, parce qu'on a aussi tourné au Mexique, me disent, moi, dans mon cercle d'amis, oui, on trouve qu'il y a des défauts et des trucs super, et j'ai des gens plutôt mesurés autour de moi. Donc, c'est juste quand on regarde sur Instagram ou Twitter particulièrement. Après, il faut se dire aussi que Twitter, Instagram, aujourd'hui, c'est pas pour rien que c'est possédé par des gens d'extrême droite. C'est quand même, ça n'amène pas beaucoup à la nuance et à la réflexion construite. Je pense que quand on parle des défauts, des qualités d'un film, si ça se résume à un emoji vomissant ou un emoji cœur, c'est quand même super simplificateur, quoi. Quand on parle d'un travail qui n'est pas un film qui a été construit avec une volonté de nuire, en tout cas, donc qui peut en effet être moins subtil sur certains aspects, mais je pense que la polémique juste ou genre super, c'est super faible par rapport à ce que le cinéma doit créer comme réflexion politique aussi. Après, le film déclenche des questions, c'est-à-dire, est-ce qu'on peut parler de groupes qui nous sont complètement... qui sont pas nous, c'est-à-dire, est-ce qu'un homme cisgenre, blanc, peut faire un film sur des personnages trans et tout ? En fait, je pense que tout dépend de la manière de le faire. Mais voilà, la polémique, en fait, j'ai beaucoup aimé lire des articles un peu construits qui disaient... qui rendaient honneur à, on va dire, certains aspects du film et qui vont pointer des points de difficulté plutôt que des choses un peu simplificatrices. Bonjour. Bonjour. Je voulais demander par rapport au film d'Emilia Pérez, quel a été le moment le plus compliqué à tourner et pourquoi ? En fait, je ne sais pas si c'est un moment. Ce qui était compliqué, c'était de gérer un film en studio. Il y a 7 plateaux utilisés pratiquement, pas en même temps, mais il y avait des gens qui travaillaient sur 7 plateaux en permanence. Il fallait garder une cohérence dans un dispositif qui n'en a pas du tout. Il y a des séquences qui sont tournées dans la rue, il y a des séquences qui sont tournées au Mexique, il y a des séquences tournées entièrement, pratiquement sur fond bleu. Il y a des séquences en 3D. Il y a des séquences en décor intérieur, jour et nuit. Il y a des séquences de Lausanne qui sont tournées sur un plateau blanc et qui sont censées... c'est pareil, ça participe parce que, pour revenir sur Emilia Pérez, il y a un truc qu'il faut quand même se dire, mais c'est un film qui n'est pas censé être réaliste. C'est un film opératique et Lausanne est tout aussi fantasmé que le Mexique. C'est-à-dire que Lausanne est quand même simplifiée en un monde blanc dans une tempête de neige. Et cette simplification, elle est du même ressort que toutes les simplifications qui parcourent le film. C'est une licence poétique. Une stylisation de l'univers. Donc voilà, ce qui était difficile, c'était de garder dans cette extrême variété un seul film. Je pense que ça peut venir du travail de la caméra qui doit être un peu fidèle à elle-même, c'est-à-dire que ce soit une séquence avec 200 figurants ou une séquence intime entre 2 personnages, que ce soit filmé peut-être pareil, à l'épaule, en gros plan, en faisant abstraction du fait qu'il y a beaucoup de monde derrière et se concentrer sur l'histoire. Et aussi le traitement de l'image plus tard, l'étalonnage, la cohérence des couleurs, des contrastes qui restent constantes dans le film. Une dernière question.
Tout à l'heure, vous avez parlé de l'école Lifnitz. J'arrive jamais. Sébastien Lifshitz, oui, j'arrive jamais à prononcer son oui. nom de famille. Je voulais savoir, c'est quoi l'école Lifnitz et comment se passe aussi la collaboration avec un réalisateur de documentaire. C'est pas la même préparation de travail et voilà, parce que vous êtes quand même derrière la caméra et vous devez. Voilà. Peut-être je peux parler juste du film Adolescente sur lequel je suis arrivé en sortant d'école, justement. C'est mon premier film professionnel. Il était déjà en cours depuis 2 ans. Oui, parce que Adolescente, ça se déroule sur plusieurs années des mêmes personnages qui sont suivis. Adolescente de Sébastien Lifshitz. On suit 2 adolescentes de leurs 12 à leurs 18 ans et on les voit grandir. On voit leur amitié à l'épreuve du temps et aussi de leurs milieux sociaux qui ne sont pas les mêmes. Et donc on voit là aussi le déterminisme social à l'œuvre pendant 5 ans. Et donc Sébastien, c'est quelqu'un qui vient de la photo, qui sait exactement ce qu'il aime. Plutôt, il sait exactement quand il aime pas, il le sait tout de suite. C'est-à-dire qu'en fait, ça arrive qu'ils disent coupez, on peut pas. De toute façon, je ne le montrerai pas. Même si la séquence est très intéressante, en fait, si la caméra n'est pas bien placé, si le point de vue n'est pas trouvé, la séquence ne sera pas montée. Et donc avec lui, on travaille donc avec une ingénieure du son, un régisseur qui est aussi un peu assistant réal, qui fait les sauvegardes de la caméra, qui est jamais à la face, qui est jamais là où on tourne, mais qui est toujours un peu à côté. Sébastien et l'opérateur qui gère sa caméra seul. Et on travaille avec un zoom, un Ingenieux 28-76, une caméra grand capteur, et tout se fait comme ça. Sébastien, il a une obsession, par exemple, moi je l'ai appris petit à petit, il dit centre la masse, et ça, c'est juste, c'est que quand on fait un cadre, peu importe la direction de regard, peu importe ce que la façon de cadrer classique demanderait, parce qu'on a l'habitude de laisser de l'air devant les yeux ou de laisser de l'air devant là où les personnages se déplacent. Avec Sébastien, ce qui compte, c'est comme en photographie, dans une certaine photographie du 20e, un peu, c'est le corps est au milieu de l'image. Et quand on a compris ça, qu'il faut pratiquement tout faire à 2.8, avec une focale plus longue qu'un 50, et on connaît tout un tas de règles du jeu et on peut presque se les transmettre d'opérateur en opérateur en disant, voilà, avec Sébastien, c'est ça qui marche. Et avec Sébastien, au bout d'un moment, moi je sais ce qui l'intéresse et je sais aussi, ça c'est un travail presque on fait le film ensemble. C'est-à-dire, en documentaire, la question c'est quand est-ce qu'on change la caméra de position avec un réalisateur comme lui qui veut monter ensuite. C'est quel moment je me dis qu'on va perdre dans un dialogue très important en me disant ok, maintenant on va passer au gros plan parce que dans le large on a eu ce qu'il nous fallait. Et maintenant on n'a même plus besoin de se parler. Souvent il y a une phrase clé qui va être dite. Moi je fais comme ça, il me dit à l'oreille oui, et hop je sais que ça veut dire on passe dans les gros plans. Ouais. On a le début de séquence et maintenant c'est le début d'un truc plus monté et à la fin on fait les plans d'écoute et ça donne des films qui ont l'aspect d'une fiction parfois alors qu'il n'y a pas de direction d'acteur. Alors la toute dernière question parce qu'ensuite il faut qu'on arrête, c'est là-bas. Oui. Bonjour, ce serait juste pour vous demander qu'est-ce que vous ressentez face à la nomination du film pour les Césars. Enfin, qu'est-ce que Emilia Pérez. Oui, pour Emilia déjà, il y a Pérez. 3 films qui sont très nommés cette année. Il y a le Comte de Monte Cristo, L'amour ouf et Emilia Pérez. Oui, je suis content. Oui. Dernière. D'accord. Déjà, merci à tous les 3 pour cet échange qui a été passionnant. C'est 2 toutes petites questions, je vais essayer d'être rapide. La première, ça concerne le choix de configuration caméra et optique autour du documentaire Paradis qu'on a vu hier, qu'on a trouvé extrêmement tenu en mise en image. On n'a pas l'impression que
vous êtes tout seul en train de faire la mise en image, tellement c'est même précis au point, au cadre. Donc je voulais savoir comment c'était fait le choix de caméra et d'optique, et aussi savoir s'il y avait un dogme autour de la façon de tourner. Est-ce que des fois vous stoppez l'action pour rééclairer un peu les personnages, ou est-ce qu'à chaque fois c'est pris sur le vif? Ça, c'est une question que j'avais. Et l'autre question qui vous concerne tous les deux, Léa et Paul, c'est par rapport au travail en couleur, et spécifiquement sur l'étalonnage. Si vous travaillez des luttes en amont, des films très aboutis, est-ce que vous êtes extrêmement précis sur les choix de couleurs, sur les costumes, sur les décors, sur les papiers peints, sur les textures? Je voulais voir un peu comment vous travaillez avec l'étalonneur, l'étalonneuse. Voilà. Alors, une phrase de réponse par question. Non, mais oui, sur Paradis, on a... Bon, déjà, on a un peu... en caméra, on avait une Amira, Harry Amira, c'était la seule pratiquement qu'on a réussi à trouver. L'optique, je suis parti sur cette config que je connaissais, qui était c'est un zoom 30-80 Harry, mais je savais que cette configuration-là, voilà, je la maîtrisais de ces centaines d'heures de tournage avec Sébastien Lifshitz. Mais il y a un truc que j'aime beaucoup dans Paradis, c'est qu'il y a un 18 mm russe, qui est une optique qui n'avait même pas de marque, qui était vraiment qui doit être des années 60, qui traînait sur une étagère du loueur et qui a fait parmi mes séquences préférées dans le film. Notamment, il y a une séquence où on est à bord d'un tracteur et les flammes s'approchent vers nous. Et d'un coup, il y a eu un truc d'effet de réel. C'est vrai qu'en voyant le film aujourd'hui, je me dis que si c'était à refaire, il y aurait peut-être plus encore de ça dans le film. Est-ce qu'il y avait un dogme? Non, Alexander avait des obsessions. Il disait petit humain, grande nature. Et on essayait souvent d'essayer de raconter ça, quoi. L'immensité des éléments et la petitesse des existences des humains qui traversent ça. Les couleurs dans Les 5 Diables. Les couleurs dans Paradis, tous les soirs, j'étalonnais les rushs de la journée après les sauvegardes. Et ça me permettait de donner au réalisateur une interprétation déjà très... comment dire, pas d'imposer mon goût, mais de proposer mon goût, voilà, sur l'aspect de l'image, puisqu'en fait, le film est ensuite monté, et que quelle que soit l'image, le truc fou, c'est qu'on s'habitue à l'image qu'on a montée, et qu'on l'aime et qu'on veut plus y toucher. Moi, ça m'est arrivé même quand j'ai réalisé mon documentaire. Je me suis habitué à l'image pourrie que j'avais tournée. Et du coup, je pense que proposer des préétalonnages, pas seulement des luttes, des préétalonnages tous les jours, ça permet de proposer quelque chose de vraiment plus personnel, en tout cas. Et sur les couleurs, pour aller vite, du coup, c'est pas que un travail avec l'étalonneur, c'est aussi, comme je disais, un travail avec Esther Misus, la chef décoratrice et directrice artistique aussi, et Paul. Et en fait, pendant la prépa, donc dès les quelques mois avant le tournage, en fait, souvent dans la salle où elle travaille, Esther, elle fait une sorte de chemin de fer de tout le film, où on peut voir physiquement dans la salle comment le film évolue en couleurs, avec des palettes à chaque fois. Et ensuite, moi, j'ai un cahier où elle m'imprime les décors avec les couleurs choisies. C'est pas forcément exactement les mêmes décors, mais bon, enfin, ce sera pas forcément le papier peint, etc. Mais petit à petit, ça s'étoffe, quoi. Ouais. Et ensuite, moi, à l'ancienne, je découpe, je prends plein de photos des comédiens, des essais costumes, et je les découpe et je les mets dedans, et je travaille beaucoup comme ça, avec du papier, quoi. Et comme ça, je vois l'évolution de la couleur dans le cahier et dans la salle. Et ensuite, après, à l'étalonnage, on travaille plus l'image, mais les couleurs, elles sont déjà là, de toute façon. Enfin, après, il y a ta lutte et tout ça. Mais... Ce qui revient à l'idée des photos dont vous parliez. Merci beaucoup, Paul et Léa. Merci. Merci à vous.